Bienvenue dans l'après-midi. Nous sommes dans la phase la plus peut-être intéressante, en tout cas innovante de ces grandes journées et de ces colloques. Pourquoi intéressante ou innovante? Parce qu'au lieu que ce soit des barbons plus ou moins institutionnalisés qui viennent vous parler de leur domaine de recherche qu'ils connaissent très bien, vous allez avoir ici la fine fleur de la jeunesse française, messieurs, dames. Et ce sont donc des étudiants des universités, ou en tout cas des établissements, où certains d'entre eux, partenaires sur ce projet Conquête Lumière, qui vont vous expliquer en quoi ils ont fait de la médiation science vers art. Chacun d'eux a une spécialité, appartient à une discipline. Il a été coaché en interne. Oui, il y a 4 absents. Bon. Par rapport au programme, donc de toute façon leurs noms sont là, sauf Juliette Michel, tout à fait à droite là-bas, de l'Université catholique de Lyon, qui n'est pas dans le programme et qui fera donc office des 4 absents. Alors donc, ces étudiants ont été en interne dans leur établissement coachés par un scientifique qui leur a donné un morceau de science dont elles se sont emparées et qu'elles ont tâché de transmettre par cette médiation scientifique aux danseurs et danseuses de la compagnie pour que ces jeunes gens et jeunes femmes s'en nourrissent et fassent eh bien, le rendu ou l'un des rendus qui nous sera fait tout à l'heure. Chaque rendu, bien sûr, est unique et exceptionnel puisque par définition, c'est de l'art vivant. Alors je ne vais pas accaparer plus longtemps la scène, je vais profitez-en la quitter pour quelques minutes et la laisser entièrement féminine dans l'ordre que vous reconnaîtrez par celles qui parleront, et la première d'entre elles est donc Alexia. Merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Alexia Barbosa. J'ai un diaporama normalement. Bah, c'est bon, je l'ai lancé en fait. C'est juste, voilà. Merci. Donc, je m'appelle Alexia Barbosa de Lima. Je suis en première année de master physique-chimie à Lyon 1. Et je vais vous présenter Lumière sur la lumière pour apporter un point de vue scientifique mais simple sur qu'est-ce que la lumière et qu'est-ce que sont les couleurs un peu. Donc, tout d'abord, le rayonnement lumineux provient de ce qu'on appelle source de lumière et est multidirectionnel, ça veut dire qu'il se propage dans tout l'espace qui lui est offert. Il y a 2 types de sources, donc on appelle les sources primaires, celles qui produisent de la lumière, par exemple le soleil, une lampe, une bougie. Et à côté, il y a les sources secondaires, c'est celles qui renvoient la lumière. On dit qu'elles diffusent ou réfléchissent la lumière environnante. Par exemple, la lune, les murs, tous les objets du quotidien, des tableaux, etc. Donc la vitesse de la lumière, elle dépend du milieu de propagation. Ça veut dire que suivant si elle se propage dans le vide, dans l'air, dans une table, elle n'aura pas du tout la même vitesse. Sa vitesse maximale, c'est dans le vide, et donc c'est C, la célérité, comme on a dit tout à l'heure, c'était plus de 300 millions mètres par seconde, donc c'est énorme. La lumière, c'est aussi une quantité d'énergie qui est portée par une particule qu'on appelle le photon. Et du coup, on peut dire qu'il y a la dualité ordre-compuscule vient de là. Donc, d'un côté, la lumière est un ensemble d'ondes électromagnétiques visibles ou non. Vous voyez ici, il y a tout le spectre de la lumière, comme on a pu aussi le voir tout à l'heure. Et on voit que le domaine du visible est en fait tout petit et va de l'ordre de 400 nanomètres à 800 nanomètres, alors que le spectre entier va de 1 picomètre à 1 kilomètre, donc c'est une grosse plage. Si on s'intéresse au domaine du visible, ça prend en compte 400 nanomètres, et ça va du violet au rouge,
et en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est dû à la longueur d'onde. Donc, plus la longueur d'onde elle est grande, plus la fréquence va être faible et moins elle va porter d'énergie. Donc, c'est par exemple les rouges. Et à l'inverse, plus la longueur d'onde sera petite, plus il y aura une grande fréquence et plus l'énergie portée par le photon sera grande. Donc, on peut voir que la longueur d'onde et la fréquence sont inversement proportionnelles et liées à la relation C égale lambda, la longueur d'onde, fois nu, la fréquence. Donc, on peut décomposer le spectre... D'ailleurs... Donc, on peut décomposer le spectre par réfraction et l'observer. Donc, par exemple, avec un prisme ou juste avec les gouttes d'eau. Donc, c'est le phénomène de l'arc-en-ciel. Et c'est cette composition qui fait un peu la beauté de la lumière, parce qu'on voit qu'une lumière blanche qu'on pourrait croire pure est en fait une gigantesque palette de couleurs. Donc, de l'autre côté, il y a les énergies qui sont représentées par les photons, donc assimilables à des boules d'énergie de couleur, comme vous pouvez le voir. Ils possèdent une masse nulle et une charge électrique nulle. Et ils se déplacent toujours à la vitesse de la lumière, donc qui change seulement par rapport au milieu. Donc son énergie, l'énergie du photon, il dépend seulement de la fréquence et de la longueur d'onde et pas de la vitesse. Donc si on s'intéresse au laser, les photons ils sont choisis et triés comme on a pu le voir tout à l'heure pour avoir une source seulement monochromatique. Mais si on s'intéresse à la lumière naturelle, par exemple la lumière du soleil, etc., c'est une lumière blanche, donc polychromatique, qui contient en fait plusieurs couleurs. Donc, dans le cadre de cette lumière naturelle, on peut s'intéresser au rayonnement, mais on peut aussi s'intéresser aux photons. Donc, si on s'intéresse juste aux photons, on peut voir qu'il a sa propre énergie et donc sa propre couleur avec un sens et une direction bien définis. Et c'est ces caractéristiques particulières qui le définissent. Donc, les photons ils permettent d'expliquer l'interaction de la lumière avec la matière. Donc, lorsque celui-ci rencontre un obstacle, qui peut être tout type de matériaux ou d'interface, il peut être transmis, absorbé ou réémis dans d'autres directions. Donc, c'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Parce qu'ici, on ne va pas exciter... l'électron ne sera pas déjà excité, c'est le photon qui va venir l'exciter. Et donc, c'est ce qui explique qu'on voit les couleurs. Les matériaux ils vont filtrer certaines couleurs, donc absorber certains photons. Mais ça veut dire aussi qu'ils vont laisser passer les autres couleurs qu'ils n'absorbent pas. Et c'est celles qui vont arriver à nos yeux et qui vont faire qu'on va avoir un objet soit jaune, soit bleu, soit rouge. Donc, on peut aussi dire que moins le matériau il absorbe de lumière, plus il sera clair, et plus il absorbe de la lumière, et plus il sera foncé. Par exemple, c'est pour ça qu'en été, on dit pas porter un t-shirt noir, parce que ça absorbe la lumière et donc la chaleur, et privilégier les couleurs claires. Donc, c'est toutes ces options qui vont permettre au photon de changer ses caractéristiques. C'est le fait d'avoir une réémission qui change le photon. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir apprendre de lui et qui va pouvoir nous apporter des informations. On peut faire l'analogie en biologie avec les espèces. Donc, une espèce, c'est un groupe d'êtres vivants présentant un ensemble de caractéristiques communes. Donc, si on prend l'exemple des chats, ils vont tous avoir la même liste de caractéristiques, par exemple des oreilles, des moustaches, un pelage, mais ils vont pas avoir les mêmes spécificités. Par exemple, le pelage va être d'un côté roux, noir, blanc, ou les oreilles vont être plus étirées, plus rondes, plus creuses. Et donc c'est cette spécificité qui crée la diversité.
C'est un peu, enfin, du coup, on peut voir ça comme les photons qui ensemble créent la couleur la lumière blanche, mais qui chacun a ses propres caractéristiques. On peut également aussi faire la comparaison avec les danseurs. C'est des sortes de boules d'énergie qui choisissent leur voix et qui rayonnent sur scène. Il y a beaucoup de ressemblances entre la danse des photons et la danse des danseurs. C'est que chacun trace son histoire et est plus ou moins sensible aux obstacles, et qui deviennent plus ou moins sensibles à certaines gammes, certains mouvements, certaines émotions. Donc maintenant, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce que, comme le photon, le danseur dont la danse n'est pas chorégraphiée va être dirigé par ce qu'il sait de la vie et de lui-même? Est-ce que, posez-vous la question. Moi, je pense que tout le monde est dirigé par, est forgé par les événements qu'il a vécus antérieurement. Et du coup, pensez-vous pas, vous les danseurs, il n'y a pas les danseurs de la compagnie ici, mais je sais qu'il y a des danseurs. Et pensez-vous pas que votre danse est forgée parce que vous avez déjà dansé, parce que vous avez déjà vécu? Voilà, ce sera ma conclusion. Merci de votre attention. On peut passer au suivant. Je te le pique. Bon, alors bonjour à tous. Je suis Marine et voici Lucie. Nous sommes étudiantes à l'Institut d'Optique. Et nous allons aujourd'hui vous présenter notre travail dans le cadre du projet Conquête Lumière. Alors, on a divisé l'exposé en 3 parties. D'abord, on va présenter un peu notre école. Ensuite, on vous dira ce qu'on a effectué comme travail pour la compagnie. Et enfin, on conclura sur l'expérience qu'on a vécue avec vous. Alors, comme l'a dit Marine, nous sommes 2 étudiantes de l'Institut d'Optique Graduate School. On est de l'antenne stéphanoise, qui est sur le campus Carnot. Et notre école s'intéresse à la lumière et aux optiques. Et nous sommes toutes les 2 spécialisées en imagerie, en vision et en instrumentation. Donc, c'est ce qui a motivé notre implication dans ce projet. Nous avons été contactés par la compagnie Allais Gaillan par le biais de notre professeur Raphaël Clerc. Et voilà. Donc notre travail. Alors on a décidé de faire une présentation qu'on a intitulée Vision et vision améliorée, le rôle des instruments, parce que dans notre cursus, c'est ce sur quoi on était amené à travailler, l'instrumentation. Et donc c'est pour ça qu'on a fait cette présentation, qu'on a divisée en 2 parties et qu'on vous avait présentée au mois de novembre. Tout d'abord, on avait expliqué ce qu'était la vision. Donc, comme Alexia l'a dit, 3 objets, la source, l'objet, le récepteur naturel. Et la deuxième partie qui était axée instrumentation. D'abord, comment améliore-t-on les déficiences humaines? Et enfin, comment va-t-on dépasser la vision humaine grâce à l'optique? Alors, Alexia en a un petit peu parlé. Donc, la vision se base sur le principe du triptyque source-objet-récepteur, avec un premier signal qui va de la source à l'objet et un second signal qui va de l'objet au récepteur. Ce sont les 2 signaux qui vont nous intéresser. Donc, la source, elle va être définie par différents paramètres, notamment sa directivité. Alexia en a parlé, un laser va être très directif, alors que, par exemple, le soleil va émettre dans toutes les directions. Le flux, bien entendu, ça va dépendre de la source. Et enfin, le processus chimique qui va être à l'origine de l'émission de lumière. Le signal émis va être une onde qui va donc être définie par sa longueur d'onde. Et il peut en avoir beaucoup, comme Alexia en a déjà parlé. Et on va donc définir son spectre. C'est ce qui va nous intéresser. Ensuite, donc le signal, lorsqu'il arrive au contact de l'objet, il va y avoir une interaction entre la surface de l'objet et la lumière qu'il a reçue. Et il va diffuser, et c'est le signal qui va nous intéresser, il va diffuser en direction du récepteur, donc l'œil humain, dans le cas qui nous intéresse.
Alors la partie instrumentation, donc d'abord on voyait un peu grâce aux lunettes comment on améliore la vue déficiente de certaines personnes. Et ensuite, ce qui nous intéressait vraiment, c'était d'insister sur l'optique qui permet de créer des instruments qui dépassent les possibilités humaines. Alors on en a choisi 5 que vous voyez ici, dans 5 domaines différents et avec des propriétés différentes. Le premier, c'était le microscope. Ça crée une image d'objets qui sont impossibles à voir sans ce grossissement. Le deuxième objet, la caméra thermique, qui permet d'obtenir une information dans une autre gamme spectrale, donc d'autres longueurs d'onde que celles qui sont accessibles à l'œil humain. Et on l'appelle thermique parce que ces longueurs d'onde spécifiques donnent une information sur la chaleur des corps. Le troisième objet qu'on avait présenté, c'était l'appareil qui permet la radiographie à rayon X. On gagne un nouveau niveau d'information. Le microscope, donc, on grossissait des objets inaccessibles. La caméra thermique, on voyait dans une autre bande spectrale. La radiographie X, on voit à l'intérieur des corps. Le quatrième objet, le télescope, cette fois-ci, on voit ce qui est très très loin. Alors on avait insisté sur un télescope un peu particulier qui est le chronographe, qui était cher à Lucie parce qu'elle a fait un stage sur ce sujet. Et le cinquième objet, le spectromètre, alors cette fois-ci c'est moi qui ai fait un stage sur ce sujet, et qui donne une information qui n'est plus une image, contrairement aux 4 objets précédents, qui est une courbe qui nous donne un renseignement sur la composition chimique de l'élément étudié. Donc retour sur cette expérience, notre avis et comment on l'a vécu. Donc c'était un échange très enrichissant et donc c'était surtout un échange. Nous avions à communiquer un message scientifique à des personnes qui n'étaient pas scientifiques, donc des danseurs. On a donc dû adapter notre discours et notre vocabulaire, donc c'était vraiment très intéressant. Et en échange, on a aussi eu à comprendre des propos tenus par des personnes, des artistes. Donc on n'était pas préparé, par exemple, le concept de paysage ou de composition vivante, etc. On n'était pas préparé à comprendre ces concepts et on a dû les comprendre. Donc c'était très intéressant. Et ensuite, comme toutes les deux, on compte continuer en recherche. On aura à nouveau à devoir adapter notre discours à des personnes non scientifiques. Donc c'était vraiment très intéressant pour nous. Donc Marine va aller travailler cet été et potentiellement après pour faire sa thèse au Louvre à Paris. Elle s'intéresse au patrimoine. Et moi, je vais aller au Chili et faire ma thèse dans le domaine de l'astronomie, comme Marine l'a un peu expliqué tout à l'heure. Voilà. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Voici Faustina Franquet et je m'appelle Elodie Gazul. On est en fait étudiante en licence 3 à l'Institut d'urbanisme de Lyon. Donc c'est rattaché à l'Université de Lyon 2. Et à l'occasion de ce colloque et donc avec le travail avec la compagnie de danse, on a décidé de se pencher sur la question sur le rôle de la lumière en fait dans la ville. Donc voilà, on a le côté urbaniste et comme disait Monsieur Deleuil, c'est plus pragmatique et l'application en fait de la lumière. Donc je vais commencer tout d'abord par une citation en fait d'un colloque qui a été organisé en novembre 2013 par Roger Narboni, donc, qui est un célèbre concepteur lumière qui a initié l'urbanisme lumière. Et ce colloque se nommait Aménager la ville par la lumière, qui était très intéressant d'ailleurs. Et donc pour lui, en fait, le potentiel de la mise en lumière, c'est de révéler la ville, l'espace urbain, inverser les situations négatives, charger les lieux de sens, théâtraliser, créer des repères et créer du lien dans la ville. Donc il est vrai qu'une ville, en fait, elle rassemble un ensemble d'individus et d'activités. Et ces individus sont alors amenés en fait, à se croiser, à travailler, se divertir et se loger. Et originellement, en fait, ces activités sont un peu régies par l'horloge biologique, c'est-à-dire que la ville se réveille avec le jour, elle s'ouvre avec le jour, et elle se ferme et s'endort en fait, avec la tombée de la nuit. Mais ce n'est plus forcément vrai en fait, de nos jours, comme on peut le voir avec le sorte de modèle de ville 24 heures sur 24, où il y a une intensification en fait, des activités nocturnes. Donc, on s'est posé la question du rôle en fait, de la lumière dans l'aménagement dans l'espace, de la ville diurne et nocturne, et quel est en fait, son impact sur les activités humaines. Donc je vais parler dans un premier temps de la réintégration en fait, de la lumière naturelle dans la ville diurne,
Et Faustina parlera ensuite de la multiplication et l'utilisation des lumières artificielles pour cette nouvelle vie nocturne qui est de plus en plus intense. Donc je vais d'abord expliquer rapidement pourquoi la lumière, pour moi, en fait, a été entre guillemets perdue. C'est que, en fait, pendant une époque, elle n'était pas forcément la priorité en fait dans l'aménagement des villes. Je pense notamment en fait à l'époque du 19e siècle avec la révolution industrielle, qui était donc une époque d'exode rural et d'explosion démographique en fait dans les villes et de densité en fait maximale du bâti. Donc l'habitat n'était pas conçu en fait pour laisser passer place à la lumière naturelle. Et notamment, en fait, c'était souvent le cas pour les logements ouvriers, qui étaient souvent les uns sur les autres, avec des petites cours fermées, très ombragées en fait toute la journée, et enfin, ça devenait complètement des logements insalubres. Mais en fait, durant ce 19e siècle, du coup, il y a eu beaucoup de penseurs, de philosophes, de politiques, d'actions philanthropiques qui se sont posé des questions en fait sur les conditions de vie de ces ouvriers. Je pense notamment, par exemple, à un médecin qui s'appelait Ange Guépin, qui a vécu de 1805 à 1873 et qui en fait se demandait pourquoi les ouvriers étaient plus malades en fait que les autres personnes. Et du coup, il y a une sorte de prise de conscience, une pensée scientifique sur les bienfaits de la lumière naturelle sur les individus. Et cela se répercute notamment sur l'urbanisme avec la montée d'un courant hygiéniste, avec le Paris d'Haussmann par exemple, ou le plan Cerda à Barcelone, qui prône la salubrité et une aération de la ville en perçant en fait des grandes artères, en élargissant, en revitalisant, en revégétalisant également, en fait, à réouvrir la ville et à réintégrer en fait la lumière à l'intérieur. Donc de nouveaux logements en fait ont été construits et je pense notamment à la fondation Rothschild avec des logements plus espacieux, plus lumineux, plus aérés, en fait pour éviter la stagnation des miasmes et avoir une meilleure hygiène de vie. Donc ainsi la lumière elle réinvestit la ville petit à petit car le bien-être de ses habitants et pour le bien-être de ses habitants. Et il y a certains scientifiques qui commencent aussi à parler donc, des bienfaits de cette lumière naturelle. Et je pense par exemple à Norman Rosenthal, qui en 1980 est le premier en fait, à décrire les troubles affectifs saisonniers, la dépression saisonnière qui est due au fait au manque de lumière naturelle, enfin au manque de soleil, qui est souvent décrit notamment en Norvège, c'est le problème. Donc elle devient cruciale. Et justement en Norvège, à Rjukan, donc c'est une petite ville, ils ont décidé de construire des miroirs géants en fait, au-dessus de la ville. Et donc ces miroirs géants, en fait, ils sont là pour capter la lumière du soleil et la rediriger sur la ville en fait, pour en fait, qu'elle en ait en hiver. Et donc voilà, il y a de nouveaux enjeux en fait, par rapport à ça. Et il y a aussi un gros enjeu en fait, de nos jours, c'est le réchauffement climatique. Et c'est vrai que de nos jours, l'architecture, elle joue avec les matériaux et la lumière pour faire des économies d'énergie et pour réguler en fait, le climat et le thermostat en fait, qu'il y a dans les villes. Je pense par exemple en fait, aux villes qui sont extrêmement ensoleillées. Elles prônent en fait, une trame des rues en fait, extrêmement étroites et minérales pour garder la fraîcheur et l'ombre. Ou au contraire des rues très larges mais très végétalisées aussi pour permettre la respiration en fait, de la ville. Et je vais terminer aussi par le fait que la lumière naturelle est également utilisée afin d'embellir la ville, son image et l'ouvrir au monde. Donc l'architecture joue énormément là-dessus avec par exemple la construction de grands bâtiments en verre qui, dès que le soleil tape dessus, ça illumine tout, comme les gratte-ciel à New York ou à Shanghai, ou même encore là à Saint-Étienne, j'ai vu qu'il y avait des bâtiments complètement en verre. Enfin, je trouve que c'est absolument hallucinant. Et du coup, voilà. Donc cette lumière du soleil est à nouveau réintégrée. Et c'est aussi pour remettre une sorte de temps en fait dans la ville, de recadrer un petit peu cette ville qui tourne désormais 24 heures sur 24 et de retrouver un petit peu son horloge naturelle, son horloge biologique. Et je pense notamment en fait, au concours de l'International Velux Award qui s'est déroulé en 2014. C'est un groupe d'étudiants chinois qui ont gagné. Et on a trouvé leur projet vraiment extrêmement intéressant avec Faustina. C'est qu'ils ont décidé, pour les rues très étroites et très sombres, de mettre des volets en fait, inclinés au-dessus de la rue, en fait, entre les deux bâtiments, pour en fait, rediriger la lumière dans la rue. Et donc ça fait une sorte de cadran solaire. Et à midi, ça forme un ovale sur les bâtiments. C'est vraiment extrêmement intéressant et très beau et assez symbolique aussi par rapport à l'horloge et voilà, au temps qui passe. Donc, donc voilà. Je vais laisser la parole à Faustina pour parler de cette vie nocturne qui est de plus en plus intense. Voilà. Bonjour.
Je vais essayer de faire le moins de redites possible par rapport à ce qu'a dit Monsieur Deleuil avant la pause. Je vais vous parler en fait de la lumière artificielle et des nouveaux usages de la vie nocturne. Il faut savoir que la lumière artificielle en ville est quelque chose de relativement récent, puisqu'elle n'apparaît qu'au XVIIe siècle et de manière très diffuse dans les grandes villes, puisque c'est au XVIIe siècle que Louis XIV charge son lieutenant de police, Nicolas de Larigny, de diminuer la criminalité dans les villes, et celui-ci décide, par un moyen très simple, c'est celui d'éclairer les rues. En effet, la police part d'un constat simple, le taux de crime augmente à la nuit tombée. Les autorités prêtent ainsi à la lumière un effet répulsif sur les activités illégales, car les criminels ne peuvent plus agir dans l'ombre, mais au vu et au su de tous. Une relation causale est alors établie entre l'éclairage des rues la nuit et la diminution de la criminalité. Il est d'ailleurs intéressant de constater que cette causalité est encore aujourd'hui un thème récurrent dans les débats qui portent sur la lumière et l'aménagement des villes, puisque la lumière est encore un outil privilégié dans plusieurs mesures sécuritaires qu'on peut encore voir aujourd'hui. Donc, puisque l'éclairage des rues semble avoir un effet bénéfique sur la baisse de la criminalité en ville, la lumière devient un outil privilégié pour des politiques d'aménagement pour orienter l'activité humaine. En effet, d'un point de vue symbolique, la lumière ouvre les espaces et encourage les hommes à agir et à s'y rencontrer, tandis que l'obscurité ferme les espaces et repousse les hommes. Cependant, ce constat se doit d'être mis en cause. Tout d'abord, la sécurité apportée par la lumière. Je parlerai plutôt de sentiment de sécurité. Il est vrai qu'on se sent beaucoup plus à l'aise dans une rue éclairée quand on rentre le soir et qu'il fait déjà nuit. Mais ce sentiment de sécurité est justement plus un sentiment qu'une réalité. Il s'avère aujourd'hui que le taux de criminalité de jour comme de nuit n'est pas si différent. C'est plutôt un climat de confiance en ville, un sentiment qui peut être donc trompeur. Et ensuite, la lumière utilisée, justement dans un but sécuritaire, est, comme l'a dit M. Deleuil auparavant, une lumière policière, une mauvaise lumière, agressive, et qui ne participe pas au bien-être des hommes. Cependant, le fait est que la nuit est aujourd'hui autant éclairée que le jour. On peut donc parler de nouveaux usages de la ville nocturne éclairée. La nuit est désormais un espace ouvert, tout autant que le jour, puisqu'elle est illuminée. Les frontières entre le jour et la nuit, l'activité et l'inactivité sont gommées, puisque la nuit devient une seconde journée. C'est l'émergence d'une ville 24 heures sur 24, comme l'a dit Élodie auparavant. Cependant, on peut apercevoir certaines dérives. En effet, la lumière participe à l'aménagement de la ville en tant qu'outil de scénographie urbaine. La ville est mise en scène par la lumière. Par exemple, illuminer un monument afin de faire ressortir le côté touristique d'une ville. Cette scénographie touche non seulement les monuments et le patrimoine historique, mais aussi les magasins, puisqu'on peut s'apercevoir en marchant en ville la nuit que les devantures des magasins, les enseignes et les panneaux publicitaires sont particulièrement illuminés, même plus que certaines rues. À travers l'éclairage, la ville se transforme donc en carte postale animée à but commercial. Il est donc peut-être temps, dans les politiques d'aménagement de l'espace, à travers la lumière, de redécouvrir l'obscurité en ville. L'intensité lumineuse des villes est remise en cause. On peut parler, par exemple, de l'influence de la lumière sur les écosystèmes, donc c'est-à-dire la faune, la flore, mais aussi les humains. On peut apercevoir que l'homme, maintenant soumis à de hautes charges lumineuses, à des troubles du sommeil ou des troubles d'humeur. Cependant, les premières études scientifiques sur l'effet de la lumière sur les hommes n'apparaissent qu'au début du XXe siècle. Et donc, aujourd'hui, ces démarches scientifiques prennent tout leur essor et les urbanistes commencent à se poser des questions sur un usage modéré de l'éclairage des villes. Ce changement de mentalité est porté par plusieurs associations. Dès la fin des années 90, nous avons des associations comme Dark Sky aux États-Unis ou l'ANPCEN en France, qui militent pour la diminution de l'intensité lumineuse des villes la nuit. Celles-ci mettent en place des journées spéciales comme la nuit des étoiles. Donc, il s'agit d'une nuit particulière où l'activité des étoiles et des étoiles filantes est prédominante. Et donc, cette nuit des étoiles a convaincu en 2009 plus de 160 villes d'éteindre leur lumière le temps d'une nuit pour observer le ciel étoilé. On a aussi des actions plus sporadiques et assez
intrigantes, si je puis dire, comme le clan du néon formé en 2007. Il s'agit d'un groupe d'activistes armés de perches qui vont éteindre les enseignes lumineuses des magasins qui ne servent à rien. Et donc ces mouvements, tout ensemble combinés, ont réussi en 2009 à faire passer une loi dans le cadre du Grenelle environnement qui porte sur la diminution des émissions lumineuses dans le secteur public. Par là, c'est un moyen de faire de l'obscurité un moyen de lire la ville, une grille de lecture de la ville. Donc il est possible de citer les travaux du concepteur lumière Roger Narboni sur les trames noires. Par exemple, lors d'une réunion portant sur l'éclairage d'un parc à Rennes, il a insisté sur le fait que cet éclairage doit être diminué, assez faible, et ne porter que sur la diagonale du parc qui permet de le traverser et de conserver les espaces fleuris ou les pelouses dans le noir le plus total afin de capter plutôt une ambiance naturelle, on peut dire. Il s'agit de redécouvrir un paysage urbain sans que notre œil soit guidé par des réseaux lumineux, mais libre de découvrir les formes de la ville dans l'obscurité. En conclusion, je ferai le lien avec justement le monde de la danse et de l'art en général. Il est vrai que l'urbanisme est une discipline assez pragmatique et assez terre-à-terre, et on voit difficilement le lien qu'il peut y avoir entre urbanisme et danse. Justement, c'est parce que l'urbanisme a été pendant des décennies, et encore parfois aujourd'hui, le cadre de mesures sécuritaires, restrictives. C'est l'aménagement de l'espace dans le sens de la contrainte imposée aux hommes. Cependant, il est intéressant de voir que la danse, au contraire, permet d'utiliser l'espace plus librement, de donner un sens poétique à l'espace. Et justement, il est très intéressant de mêler les deux disciplines pour essayer de redonner à l'urbanisme, à l'aménagement de l'espace, une dimension plus symbolique et plus poétique. Merci. Bonjour, je m'appelle Juliette Michel, je suis étudiante en licence 1 de lettres modernes à l'Université catholique de Lyon. Je viens d'Atlanta, en Géorgie, où j'ai passé 2 ans et demi, qui a été pour moi une sorte de traversée du désert. Et c'est un peu, je pense, un signe du destin que j'ai, la veille de mon départ pour la France, trouvé dans la bibliothèque de mon école le livre de Leclésio, Désert, dont je vais vous lire un extrait, qui est pour moi un beau texte sur la façon dont la lumière éclaire la vie et nous émerveille devant elle, et nous rappelle notre place à nous les hommes dans l'univers. La lumière des étoiles tombe doucement comme une pluie. Elle ne fait pas de bruit, elle ne soulève pas de poussière, elle ne creuse aucun vent. Elle éclaire maintenant le champ de pierre, et près de la bouche du puits, l'arbre calciné devient léger et faible comme une fumée. La terre n'est plus très plate, elle s'est allongée comme l'avant d'une barque, et maintenant elle avance doucement. Elle glisse en tanguant et roulant. Elle va lentement au milieu des belles étoiles, tandis que les 2 enfants, serrés l'un contre l'autre, le corps léger, font les gestes d'amour. À chaque instant, une étoile nouvelle apparaît, minuscule, à peine possible dans le noir, et les fils imperceptibles de sa lumière se joignent aux autres. Il y a des forêts de lumière grise, rouge, blanche qui se mêlent au bleu profond de la nuit et se figent comme des bulles. Plus tard, tandis que le Hartani s'endort tranquillement, le visage contre elle, Lala regarde tous les signes, tous les éclats de lumière, tout ce qui bat, tremble
ou restent immobiles comme des yeux. Plus haut encore, droit au-dessus d'elle, il y a la grande voie lactée, le chemin tracé par le sang de l'agneau de Gabriel, selon ce que racontait le vieux Naaman. Elle boit la lumière très pâle qui vient de l'amas d'étoiles, et tout à coup, il lui semble qu'elle est si près, comme dans la chanson que chantait la voix de Lala Hawa, qu'il lui suffirait de tendre la main pour prendre une poignée de la belle lumière étincelante. Mais elle ne bouge pas. Sa main, appuyée sur le cou du Hartani, écoute le sang qui bat dans ses artères et le passage calme de sa respiration. La fièvre du soleil et de la sécheresse est éteinte par la nuit. La soif, la faim, l'angoisse se sont apaisées par la lumière de la galaxie. Et sur sa peau, il y a, comme des gouttes, la marque de chaque étoile du ciel. Il ne voit plus la terre à présent. Les deux enfants, serrés l'un contre l'autre, voyagent en plein ciel. Jean-Marie Gustave Leclésio. Bonjour, donc je suis Margot, étudiante danseuse dans la classe de compagnie Allais et Gaillan. Je vais vous faire part de mon expérience et des questionnements qui me sont venus suite à cet échange et sur la question de la lumière. Donc j'ai eu la chance cette année de suivre entièrement tout le processus, tout l'échange universitaire, danseurs, sciences, arts. Et en plus, cette année, on a vraiment la chance de mélanger toutes les sciences, sciences dures, sciences humaines, sciences du langage, comme vous avez pu le voir. Donc, j'ai assisté à toutes les rencontres, aux réunions qu'on a eues ensemble. J'ai assisté aussi aux présentations du travail de chacun sur le sujet de la lumière. J'ai aussi pu assister aux essais techniques et essayages costumes qui sont réalisés par des étudiants, les costumes que vous verrez ce soir pendant le spectacle de la compagnie. Et donc j'ai pu observer comme chaque élément en fait apportait une pierre à poser pour la construction de 4e correspondance, spectacle de ce soir. Et permettait vraiment la construction en fait d'un synopsis sur le sujet de la lumière, synopsis à partir duquel la danse après peut trouver toutes les libertés possibles et un champ infini de création et voilà. Quand il y a un cadre, souvent ça nous permet d'être plus créatifs et de mieux sortir des limites justement. Mais je vais pas plus parler de 4e correspondance parce que Michel le fera tout à l'heure. Cet échange m'a aussi permis de mettre un sens à une phrase qu'avait formulée Emeline, danseuse de la compagnie, et qui m'avait fortement interpellée. Je vais vous la lire. Nous nous retrouvons en présence de 2 mondes. Un où les incertitudes sont des évidences, l'art, et un autre où les évidences ne sont qu'une somme d'incertitudes en attente de modification, la science. Pourquoi elle m'a interpellée ? Tout simplement parce que déjà, par les mots, elle matérialisait des liens entre art et science, liens qui pour moi sont très flous, parce que la science me demande beaucoup d'efforts de compréhension. Et donc j'ai pu mettre un sens déjà, parce que cette phrase, elle matérialisait par des mots, et en plus, j'ai pu les comprendre en vivant cet échange avec les autres étudiants. Et en fait, avec tout ça, j'ai tout simplement réalisé que tous les jours, danseurs, artistes comme scientifiques sont des chercheurs, constamment. Et je vais vous citer maintenant un passage du peintre Paul Klee, qui pour moi parle très bien de cette recherche et de cette inspiration que peuvent amener les sciences sur l'art. En art aussi, on trouve un champ suffisant pour la recherche exacte. Mathématiques et physique en fournissent les clés sous forme de règles à observer ou dont s'écarter. On apprend à voir derrière la façade, à saisir une chose à la racine. On apprend à reconnaître les forces sous-jacentes, on apprend la préhistoire du visible. On apprend à fouiller les profondeurs, on apprend à mettre à nu. On apprend à démontrer, on apprend à analyser.
Tout cela est fort bien, et pourtant il y manque quelque chose. On ne saurait malgré tout remplacer entièrement l'intuition. Intuition qui, d'ailleurs, j'ai tout de suite aimé mettre ce mot en lien, autant pour les arts que pour les sciences, parce que pour moi, dans le texte là, de Paul Klee, il amène un peu à penser à cette créativité que cherchent les artistes, cette spontanéité. Et moi, j'ai tout de suite aimé imaginer en fait aussi l'intuition comme étant la source de certaines découvertes scientifiques, un peu comme l'Eureka d'Archimède ou la fameuse ampoule qu'on dessine dans les bandes dessinées pour dire qu'il y a eu comme une idée de génie. Voilà, cette intuition, cette lumière. Et pour rester dans le thème de la lumière, pour moi, l'intuition, elle peut être aussi une étincelle mystérieusement jaillie d'on ne sait où, qui enflamme l'esprit, actionne la main et se transmettant comme mouvement à la matière devient œuvre, pour citer de nouveau Paul Klee. Phrase que j'avais envie de partager avec vous parce que donc il y a la lumière qui rentre en jeu avec l'étincelle. Il y a aussi la danse qui, quand il parle de mouvement qui se transmet à la matière pour devenir œuvre. J'en viens donc à vous parler en fait de mes recherches que j'ai pu faire sur les liens entre ma pratique de la danse et le thème de la lumière. Donc quand j'ai mis côte à côte ces deux mots, lumière et danse, il y a 4 impressions qui me sont venues immédiatement à l'esprit et du coup, je vais parler de ces 4 points uniquement. Donc d'abord, j'aimerais vous parler de ce coup de foudre pour la danse, évidemment. J'ai cherché à savoir en fait quand est-ce et pourquoi m'est venu un moment le choix de la danse. Et en fait, j'ai été incapable de déterminer un moment où ça s'est passé, où cette décision a été prise, incapable de l'expliquer aussi pourquoi j'ai choisi ça. Donc je me suis demandé si ce choix pouvait ressembler plus à un éclair de génie, une évidence, une révélation, ou plutôt des fois avec du recul, on se demande si c'était pas tout simplement un coup de folie, avec la déraison et l'aveuglement que suggère souvent cette expression. Et j'en suis venue du coup au coup de foudre, qui pour moi est ni l'un ni l'autre et un peu des deux en même temps. Il y a dans ce mot du coup de foudre, il y a évidemment la passion qui selon la limite, est très proche de la folie en tout cas. Et il y a aussi ce que j'aime dans le coup de foudre, c'est que quand la foudre elle frappe, elle nous laisse souvent, nous humains sous l'orage, elle nous laisse très peu de chance de se préparer à où elle va tomber, de se préparer, de pouvoir prévoir la foudre. Et je pense que ce choix, c'est un peu ça, c'est que j'ai rien préparé du tout. Il y a un moment, je l'ai choisi et je pense que c'était pas prémédité, c'est venu à moi. Et ce que j'aime aussi dans le coup de foudre, c'est que l'éclair, par sa lumière très intense et puis surtout très brève, elle nous offre souvent l'occasion de voir des paysages qu'on connaît très bien, complètement différemment, de nous ouvrir les yeux sur une nouvelle lumière, une nouvelle couleur, sur des choses connues. Et je pense que c'est ça aussi le lien que je fais entre le coup de foudre et le choix de la danse. À un moment, c'est que il y avait sûrement ça en moi, la danse, et il a fallu un élément déclencheur extérieur qui fasse révéler ça à mes yeux, qui fasse éclore la danse. Voilà, en tout cas, c'est les liens que j'ai pu faire et qui me parlaient. Le deuxième point, j'ai voulu parler de la lumière en tant qu'image, c'est-à-dire que tous les jours, quand on travaille, nous les danseurs, on travaille à sentir un axe sur lequel on se situe, qui est entre le ciel et le centre de la Terre. Et moi, immédiatement, quand je visualise cet axe, me vient immédiatement 2 images de lumière. Celle du soleil, très intense, claire aussi, presque transparente, et celle de ce magma au cœur de notre planète, qui est pour le coup puissante et presque collante, j'ai envie de dire. Et je pense que ces 2 lumières peuvent être des sources précieuses à la technique qui est demandée aux danseurs, c'est-à-dire cet équilibre
constant qu'il faut trouver entre une élévation vers le haut pour un allongement du corps, pour une légèreté des mouvements, et tout ça accordé avec un enracinement profond de nos appuis dans le sol pour un meilleur déplacement plus fluide, en tout cas un déplacement plus fluide au sol. Voilà, donc entre ces deux boules lumineuses, après il y a nous, et j'en viens à mon troisième point. J'aime bien visualiser aussi une lumière intérieure dans laquelle peut vivre la danse et qui me permet, moi, en imaginant la diffusion de cette lumière, qui me permet de projeter la danse. D'ailleurs, en optique dans le dictionnaire, projection, c'est défini comme l'ensemble des rayons projetés par une source de lumière. Donc c'est une image qui me parle bien. Et avec cette question de la projection vient en fait tout plein de questions qu'on se pose au quotidien, je pense. C'est tout simplement, en tant que danseuse, comment rayonner, comment faire rayonner la danse, comment est mise en jeu du coup la présence et l'absence du corps, comment par la présence et l'absence du corps, la danse est transmise au spectateur et est reçue par le spectateur. Et voilà, et en fait, ça m'a fait me dire que peut-être que la danse serait un peu comme une énergie, un peu comme la lumière, je ne sais pas si c'est le bon terme scientifique, mais qui en tout cas, si on la laisse passer, passe quoi. Et sans aucune barrière, sans problème, sans limite, elle se transmet d'un individu à un groupe sans aucune difficulté. Elle passe de l'intime à l'universel sans difficulté. Et j'ai pensé à ça parce que je pense qu'on a tous vécu un spectacle ou un concert où d'un seul coup, ce qui se passe sur scène, que ce soit de la danse, de la musique, un texte, il y a des fois où on s'est retrouvés comme ça, où il y avait comme si il y avait quelque chose qui nous unissait complètement, il y avait une espèce d'entente totale de tout le monde. Je pense qu'on a dû tous vivre ça. Et à mon avis, c'est pour ça que j'aime bien parler de la danse comme énergie ou les mots, ou la musique, bien sûr. Parce que je pense que ça peut vraiment être un lien entre nous aussi. Enfin, c'est quelque chose qui circule entre nous. Voilà, mon quatrième point, j'ai voulu parler de la lumière concrète. C'est-à-dire, on est confronté aussi, danseurs, aux éclairages. Et en fait, je me suis rappelée d'une expérience lors d'une générale pour ma première expérience professionnelle, une de mes premières en tout cas, expériences professionnelles sur la scène. Je devais incarner une danse dans un angle en haute scène qui se passait juste avant la mort de Gisèle, donc du coup, ambiance lumineuse très sombre. Et on me demande si les réglages techniques me conviennent. Donc moi, en regardant, oui, tout va bien. Et puis en pratiquant, j'ai vraiment pris conscience en fait de cette zone d'ombre qu'il y avait sous mes pieds. Et sur le tapis, et même jusqu'à 30-50 cm au-dessus du sol, en fait, il n'y avait pas de lumière. Et en pratiquant, je l'ai vu parce que, en pratiquant, je me suis rendu compte que quand j'allais poser le pied à tel moment, dans tel mouvement qui était connu par cœur, par mon corps, parce que la danse était complètement intégrée et tout ça, à ce moment-là, je ne savais plus du tout si j'allais toucher le sol. Pareil, quand je faisais un saut, je ne savais plus quand j'allais atterrir, parce que vraiment, je voyais plus, j'avais plus aucune appréhension, plus aucune notion de l'espace qui m'entourait, parce que je ne le voyais plus. Et en fait, ce souvenir m'a marqué tout simplement parce que j'ai réalisé déjà à quel point notre cerveau calculait constamment et mesurait l'espace à chaque fois qu'on faisait un mouvement, quoi. Ça m'a... Voilà, en fait, c'est tout à fait logique, mais ça m'avait frappée. J'ai aussi pris conscience d'une autre chose très logique, c'est de la fonction de la lumière qui est d'éclairer pour qu'on voit, pour que le danseur voit. Et c'est vrai que moi, j'étais spectatrice avant danseuse, et pour moi, la fonction de la lumière scénique, elle était avant tout esthétique et dramatique. Elle servait avant tout la chorégraphie ou la mise en scène. Et contrairement à la lumière domestique qu'on allume parce qu'on ne voit rien quand on rentre chez nous,
n'avais pas pensé à voilà, cette fonction-là de la lumière qui était d'éclairer pour voir, quoi. Donc j'ai pris conscience de ça aussi avec cette expérience. Et du coup, la lumière permet à mes sens de fonctionner et du coup permet à mon corps et à la danse de s'organiser. Du coup, est-ce que cette expérience ne m'a pas tout simplement fait comprendre la lumière dans son essence ? C'est-à-dire la lumière, en arrivant dans l'obscurité, a créé l'ordre et a permis au monde de s'organiser. Voilà, du désordre par la lumière naît l'ordre, du déséquilibre, le danseur par la danse trouve l'équilibre. Ça, c'était un petit... Bon. Voilà. En conclusion, je vais refaire un lien très rapide entre art et science, enfin danse et science. Les danseurs, en fait, ont aussi besoin de lumière au sens propre, c'est-à-dire matérielle, concrète, des projecteurs pour éclairer. Et les scientifiques ont aussi besoin de lumière au sens figuré, c'est-à-dire des connaissances sur lesquelles s'appuyer pour ensuite laisser l'intuition ou d'autres choses les aider à faire de nouvelles découvertes, des nouvelles recherches. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre écoute et merci aussi à ceux qui ont permis que je m'exprime aujourd'hui parce que j'ai bénéficié de beaucoup de personnes qui m'ont accompagnée dans l'écriture de ce texte et dans la préparation. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'elles ont bien réussi l'exercice. Certainement un premier exercice pour beaucoup d'entre elles. Parler en public, vous l'avez fort bien fait. Je crois que nous avons pris en fait la mesure en même temps du projet lui-même, c'est-à-dire un mélange de compétences, un mélange disciplinaire, et puis des murs qui tombent parce que le contact se fait par le biais du projet, et la fusion ultime étant finalement ce que Margot a excellemment exprimé à la fin, c'est-à-dire comment ensuite on met ça, non pas en musique, mais en danse, ou les deux, et comment on va retranscrire quelques éléments scientifiques dans quelque chose de clairement artistique. Certainement une gageure dont Michel aura la clé, ou d'autres données du problème, bien sûr, et qu'il nous expliquera en connaisseur, mais je pense qu'on peut déjà remettre une petite couche d'applaudissements à toutes ces jeunes femmes. Et puis, si elles en sont d'accord, mais tant pis sinon, on peut peut-être aussi leur poser des questions, peut-être quelques approfondissements, ou si la chose vous paraît utile. Bonjour. Suite à l'intervention de Margot, j'avais une question. Parce que depuis ce matin, on parle d'étoiles, on parle de danse, mais pour toi, c'est quoi la définition de danseur étoile ? Je sais pas, on parle de... C'est compliqué parce que danseur étoile, en plus, on a facilement tendance à l'associer... Enfin, c'est associé aux danseurs classiques, déjà, de l'opéra. Et moi, je ne suis pas vraiment dans ce parcours-là. Mais après, effectivement, j'ai pas ma définition, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé ces mots ensemble. Parce que déjà, il y a quelque chose d'hyper poétique. Moi, les étoiles, je sais pas, ça me fait complètement rêver, je pense, comme beaucoup de gens. Et d'ailleurs, quand je donne des cours aux enfants qui ont 5 ans, pour allonger le dos, je leur dis toujours qu'il faut aller chercher les étoiles avec la tête. Je sais pas, c'est des images qui me parlent déjà beaucoup. Et ouais, je pense que tout simplement, pourquoi danseur étoile ? Parce que la danse, si on la laisse vivre, elle peut vraiment faire rayonner, je pense, le danseur et faire vibrer tout l'espace.
il y a quelque chose de vibrant et de brillant, je pense, dans une énergie comme la danse, mais pas que la danse d'ailleurs, hein, je pense, enfin, dans une peinture, on peut vraiment des fois être touché par quelque chose de lumineux. Donc, enfin voilà pourquoi en tout cas j'ai toujours aimé ces deux mots ensemble. Il y a quelque chose de très rayonnant et j'aime bien ça. Merci à toutes. Il y a quelque temps, j'étais au musée des arts et métiers et je suis tombé sur mis en expo sur un écran, le dernier écran sorti par je ne sais plus quelle marque, 3 mètres sur 3, magnifique, et qui nous présentait des images tellement nettes qu'elles étaient au-delà de la réalité. C'est ce que j'ai. C'est-à-dire que la pixelisation était tellement forte que la réalité était dépassée, surpassée. Marine, elle aussi, vous avez évoqué le dépassement de l'œil. Mais je pense que c'est une question un peu pour tous, pour toutes. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'il y a un moment... Est-ce qu'à un moment, la technique, la technologie ne va pas dépasser notre nature? C'est une évidence, ce que je dis. Mais est-ce qu'à un moment, le monde de l'optique, le monde de la réalité de l'image, via les progrès de la lumière, ne vont-ils pas dépasser notre perception et réaliser une réalité qui est irréelle? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question plutôt métaphysique, mais on y arrive. Il faut se méfier de la métaphysique qui vient de la physique. Il faut y penser avant. Je ne suis pas certaine d'avoir très bien compris. Oui, pardon. Pour relayer la question d'Alex, ça me fait penser à ce que tu dis en termes de réalité augmentée, aux images que nous obtenons, nous, dans les disciplines très livresques que je pratique, des manuscrits, par exemple. Aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir des photos des manuscrits, et il n'est plus nécessaire d'aller dans les bibliothèques consulter un manuscrit, parce que ce que nous voyons sur les images de très haute définition qui nous sont proposées aujourd'hui par les bibliothèques est très nettement supérieur à la réalité. Et en effet, il y a là quelque chose de vertigineux. Nous voyons davantage et mieux parce que nous pouvons grossir démesurément jusqu'à fois je ne sais plus combien, enfin, mais c'est extrêmement impressionnant. Nous pouvons faire des jeux de transparence, nous pouvons inverser le chromatisme, faire apparaître des palimpsestes, enfin, nous avons des possibilités que nous n'avons pas avec le réel. Et voilà, donc est-ce qu'il y a là quelque chose qui est réel au fond? Est-ce que c'est une autre réalité? Est-ce qu'elle est plus réelle que l'autre? Est-ce qu'elle est... Ce que vous avez dit m'a beaucoup fait penser à l'objectif, on va dire, de la fête des Lumières de Lyon, par exemple, où la lumière, justement, est utilisée non pas pour faire de la réalité, mais faire de l'irréalité, justement. Par exemple, sur un bâtiment, on va avoir une projection lumineuse qui va certes mettre en lumière les formes du bâtiment et les respecter, mais aussi mettre des décors dessus, créer un autre paysage. Et c'est vrai que quand on y pense, on utilise la lumière non seulement pour éclairer le réel, mais aussi pour créer d'autres paysages, pour nous dépasser peut-être, en créant des images que l'on n'a pas tous les jours. Et en nous offrant peut-être à rêver aussi. On peut échanger s'il n'y a pas de questions entre-temps. Donc juste peut-être essayer de
compléter un peu ce que tu as dit. Si je comprends bien un peu ta question, et puis qui a été très bien expliqué avec l'exemple de Christian sur les capacités finalement de la numérisation des images, est-ce que ça apporte pour ton travail de lexicologue. Quel est donc un peu, on peut compter aussi sur le fait que les jeunes finalement ils ont peut-être déjà une meilleure vision de ce que les technologies vont apporter. Donc ta question un peu, c'est est-ce que finalement toutes ces lunettes de réalité augmentée, toutes ces capacités de vision nocturne, tous ces opérations chirurgicales qui permettront de corriger ou tel aspect, tel défaut de la cornée, etc. Comment vous voyez évoluer finalement la vision dans le futur, quoi. Et est-ce qu'on finalement on va voir au-delà de ce que des capacités naturelles autrefois, quoi. Ou est-ce que paradoxalement cela va avoir un effet néfaste sur la vision elle-même, c'est-à-dire que l'instrument est tellement plus puissant que l'œil peut progressivement s'affaiblir. La fonction créant l'organe, l'absence de fonction détruira l'organe. Hein. En fait, personnellement, je pense... Pour répondre un peu à la question, c'est vrai que c'est très difficile en fait de savoir comment va évoluer toute cette technologie, enfin de voir comment notre vision en fait va se modifier, même si on voit qu'aujourd'hui elle se modifie déjà un peu parce que c'est vrai, enfin comme vous dites, on voit des fois à travers un écran ou des ordinateurs, des fois même mieux en fait que la réalité, avec plus de contraste, plus d'ombre, plus de lumière, plus justement, enfin. Mais après, ce que nous, urbanistes, en même temps, et je pense aussi dans la plupart des matières scientifiques ou quoi, c'est que sur des lieux naturels ou sur des lieux urbains, il y a toujours une ambiance. Il y a vraiment une ambiance dans laquelle on se retrouve quand on visite et quand on se balade dans une ville, quand on se balade dans un lieu, dans une ville. En fait, on s'imprègne de l'ambiance pour savoir... pour mieux visualiser aussi en fait le lieu. Et je pense que la technologie par rapport à ça, elle retrace pas très bien en fait l'ambiance. On n'arrive pas non plus à se plonger en fait dedans. C'est très joli à l'œil, effectivement, mais le ressenti qu'on va avoir par rapport à ce lieu-là, et afin de mieux le comprendre et donc du coup de mieux le voir et de le visualiser, ben on va pas l'avoir à 100% en fait à travers la technologie, je pense. Enfin après c'est personnellement, mais je sais pas. Alors, j'avais une petite question, là, vous parliez d'offrir peut-être une autre réalité que celle qui est visible, et du coup, une question sur les illusions d'optique et peut-être l'intérêt du détournement de ces... de cette vision scientifique de l'optique. Est-ce qu'on peut justement l'utiliser dans l'art pour détourner un peu, et tromper, mais sciemment et avec poétique, comme vous disiez, le spectateur. Est-ce que c'est un travail, je suppose, dans le théâtre et autres, qui a été utilisé sur les illusions, ou l'effet magie aussi de la lumière Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça rejoint beaucoup votre question ou pas, mais quand vous parlez de magie, ça me fait penser un peu aux hologrammes, à tout ce qui est utilisé dans la prestidigitation, d'avoir plus qu'une image, mais carrément une reproduction en 3D. Et voilà, ça m'a fait penser à ça, et peut-être que l'avenir, ça sera encore plus que des images qui ressemblent, mais des images 3D. On voit ça avec les télé 3D maintenant, avec le cinéma 3D. Et ça se développe de plus en plus. L'holographie en soi, c'est pas si compliqué à faire. Pourquoi pas envisager ça dans le futur, à la place d'avoir des images de manuscrits, avoir
après, pour avoir une bonne définition et retrouver ce qu'on peut voir avec des images numériques en holographie, je pense qu'on en est encore loin, mais pourquoi pas? Moi, je voudrais un petit peu prolonger la question qui est posée. Je crois qu'on est complètement immergé dans ces fausses images. Les images d'astronomie sont des fausses couleurs. Donc l'image, elle n'est pas réelle. Donc je pense que c'est un faux débat, réel ou pas réel. On est maintenant dans l'immersion avec des simulateurs et tout. Et ça rejoint la problématique que posait l'intervenant ce matin là, sur le modèle. On est dans des mondes de simulation. Les lunettes virtuelles, ce n'est pas tellement ce que ça apporte, puisque finalement c'est une extension des interfaces qu'on a aujourd'hui, mais c'est plus ce qui me paraît intéressant, justement, c'est la problématique de la création, c'est l'interaction avec ces mondes qui devient intéressant, et y compris sur la scène, avec la scénographie numérique qui arrive, quoi. Une dernière question. Ce temps que nous ne perdons pas, voyez bien, je pense qu'il est important au fond de profiter de la présence de ces jeunes filles pour augmenter leur temps de parole. Nous le prendrons sur la table ronde ce temps, ne vous inquiétez pas. On fait une remarque très rapide puisque je vois que le temps nous est compté. Il était question de réalité augmentée à travers les nouvelles technologies. Moi, d'un point de vue littéraire, je m'interroge beaucoup sur cette réalité augmentée. Quand j'entends ce texte de Le Clésio, je me rends compte que la réalité, elle est déjà augmentée par la littérature. Et quand je vois les danseurs de la troupe Allais et Gaillan, je vois aussi déjà une réalité augmentée et qu'il est depuis si longtemps. Donc augmenter la réalité par les sens, oui, je trouverais très beau d'accrocher cette augmentation de la réalité grâce aux outils qui aiguisent ou permettent de pousser nos sens à des extrémités. Je dirais c'est superbe. J'aimerais bien, je rêve d'un monde dans lequel la réalité intérieure serait augmentée aussi. Et peut-être que les arts ont toute leur place dans ce beau défi. Merci. Voilà, merci beaucoup. Bravo encore. Et l'après-midi continue avec la suite.